Bonjour à toutes et à tous. Je remercie Lisa, Judith, je remercie les dirigeants de TF1. Je te remercie aussi parce que vous allez avoir l'occasion de poursuivre cette réflexion. Et donc je suis heureux d'être avec vous ce soir et comme l'ont dit nos collègues, de partager avec vous donc sur une thématique qui me passionne depuis près de 30 ans. C'est la thématique de l'interculturel qui est pour moi un passage de la tolérance à la reconnaissance. On peut tolérer quelqu'un, on peut vivre côte à côte, on peut même créer un peu de valeur sans trop connaître la personne, mais de mon point de vue, il est beaucoup plus riche et beaucoup plus novateur d'essayer de reconnaître. Tout commence par le questionnement, c'est-à-dire la nécessité pour nous de nous casser les os de la tête. Se casser les os de la tête, c'est une formule que j'emprunte au philosophe Wittgenstein, mathématicien. Et se casser les os de la tête, c'est au quotidien, dans nos organisations, dans notre vie même de citoyen, accepter l'idée de s'étonner volontairement de choses qui pour nous ne sont pas évidentes. Pourquoi aujourd'hui, et plus encore demain, vous allez être au cœur d'équipes de plus en plus diversifiées. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison. L'important est de s'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres. Et les bonnes raisons des autres, c'est pour moi une nécessité de s'étonner volontairement, de ne pas aller trop vite en besogne, comme on l'a vu là, en croyant connaître l'autre, à partir d'un vêtement, d'un patronyme, d'un lieu de résidence, d'une orientation sexuelle, d'une croyance religieuse. Non, 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 non. Je suis toujours plus que ce que tu crois que je suis. C'est ça l'interculturel. C'est une discipline vivante, c'est une discipline surprenante. Et donc dans laquelle, je vais conclure par ceci, l'important est de questionner, mais plus important encore, de se questionner, comme nous le faisons en ce moment. Et plus important encore, se laisser questionner. Et ça, pour moi, c'est notre enjeu demain. Questionner l'autre, se questionner, se laisser questionner. À la fin d'un cours, quelle est la première ou la deuxième question qui m'est posée quand je conclus mon cours, à votre avis? Je vous donne la réponse. Monsieur, c'est plus Philippe d'ailleurs, c'est intéressant pour moi. Monsieur, combien vous gagnez? Préparez-vous, ils arrivent. C'est-à-dire qu'ils sont déjà là dans vos équipes, ils sont à côté de vous, vous en faites partie. Monsieur, combien vous gagnez? Pour moi, c'est un choc. Ce que je me dis, c'est que ces personnes veulent co-construire une vérité d'ordre supérieur avec un maillon de la chaîne du savoir. Je suis pour eux ce que je vous propose d'appeler un carnet d'adresses sur pattes. Je suis un îlot d'un archipel. Je suis quelqu'un, dans le meilleur des cas, qui est utile pour eux et qui le sera, je l'espère, demain. Mais combien vous gagnez, monsieur? D'un point de vue culturel, pour moi, ça touche à l'intime, ça touche même à des dimensions taboues et interdites. N'allons pas trop vite en besogne, car les étudiants que je vous décris là ne constituent pas, en fait, la majorité de la classe d'âge. Est-ce que les jeunes sont mobiles géographiquement? Dans nos enquêtes, pas forcément. Certains vont être hyper mobiles et vivre Erasmus et un monde transnational. Pour d'autres, dans certains bassins d'emploi favorables en France, je parle à une partie de l'Alsace, une partie de la Vendée, vous déménagez votre logistique ou votre centrale de production de 20 km, à ce moment-là, vous pouvez perdre la moitié de vos jeunes. Parce qu'ils ont le désir de s'ancrer, d'être sédentaires, de devenir propriétaires. Ils n'ont pas du tout envie de louer ni vélo ni voiture. Et à ce moment-là, on fait face à une jeunesse diversifiée dans sa composition. Première chose que je veux partager avec vous, c'est la remise en cause de l'existence d'une supposée génération Y. Par contre, il y a des facteurs de transformation que Michel Serres cerne et qui sont forts. L'omnicotidienneté de l'usage des écrans. Dans son livre, on apprend qu'un jeune Américain de 19 ans qui poursuit un cursus universitaire passe 21 jours sur 31 en coprésence physique à l'écran. 21 jours sur 31 en coprésence physique à l'écran. C'est la première chose qu'il fait quand il se lève, la dernière qu'il fait quand il se couche. 21 jours sur 31, c'est énorme. Et donc ça, cette ultra-quotidienneté des écrans, c'est un premier facteur, je pense, intéressant de transformation de la société. Deuxième facteur que je voudrais mentionner rapidement, l'évolution de la famille et de sa composition. Les statistiques nous amènent à penser que dans une ville comme Paris ou dans une ville comme Boulogne, vous avez 35% des jeunes de 18 à 30 ans, 35% des jeunes de 18 à 30 ans
qui sont nés ou ont grandi dans une famille autre que nucléaire, un papa, une maman, ou deux personnes de même sexe qui sont ensemble pour longtemps. Là, vous avez une évolution majeure qui nous fait passer du centre à des centres, d'un fonctionnement hiérarchique pyramidal qu'on peut comprendre mais qu'on va remettre en cause, car tout d'un coup surgissent d'autres figures tutélaires d'autorité. Et j'ajouterai avec vous les grands-parents. Aujourd'hui, un grand nombre de grands-parents apportent du soutien, de l'attention, de l'amour, et sont des figures d'autorité qui nous font passer du ou au et, de la pyramide au réseau. Pour certains de ces jeunes, un entretien annuel d'évaluation, ça n'a pas grand sens. Ce qu'ils attendent, ce sont des feedbacks très réguliers pour faire des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois très fortement. Premier facteur, la technologie. Deuxième facteur, la recomposition des instances familiales. Et le troisième élément, on va le travailler dans quelques minutes, la volonté de transformer des organisations hiérarchiques pyramidales en toute autre chose. C'est le modèle du père. Et historiquement, c'est plutôt en fait les hommes qui dirigent et les femmes qui accompagnent. Il y a quelque chose à l'œuvre, notamment dans les sphères de pouvoir. Dans ce modèle, autre caractéristique, on ne parle jamais d'argent. Je vous en fais la confidence, j'essaye de changer. J'essaye de passer de monoculturel à multiculturel pour finalement vivre l'inter, assimiler, coexister, intégrer. Pour autant, il y a quelques années, quand j'étais DRH, je vous en fais la confidence, quand quelqu'un rentrait dans mon bureau, je lui offrais un café, j'essayais d'être courtois, et au bout de quelques minutes, je sentais que la personne voulait négocier à nouveau son salaire. À ce moment-là, j'avais une formule qui ne marcherait plus du tout aujourd'hui, comme quoi il faut saisir ce qui émerge. Je lui disais « T'inquiète pas, ça viendra ». Dans le modèle de la loyauté, je vous propose ça, on échange de la sécurité de destin contre une très forte implication. Et on place au centre de sa vie quoi? Le travail. D'un mot, ce que je veux aussi vous dire et partager avec passion avec vous, c'est que nous sommes en train de vivre une remise en cause très profonde de la centralité du travail dans nos vies. Moi, dans ma vie, il y a deux piliers fondamentaux, la famille et le travail. Si j'en perds un des deux, l'édifice s'écroule. Ce modèle de la loyauté, c'est un modèle de la sécurité de destin, c'est un modèle d'abnégation, d'effort, d'endurcissement, de la vocation. Je me souviens, chez L'Oréal, on m'avait dit 3 choses. J'avais adoré, j'y suis resté près de 15 ans. La première, t'as de la chance. D'ailleurs, on m'avait dit, tu le vaux bien, on avait été clair. Puis ensuite, on m'avait dit, ça sera 3 mois, 3 ans, 30 ans. 3 mois à la période d'essai, 3 ans le deuxième job, 30 ans, si ça se passe bien, tu fais partie véritablement de la famille. Et tu es avec nous pour toujours. Puis la dernière chose qu'on m'a dite, mais moi je trouve ça formidable, tu rentres, Philippe, dans les Nations Unies de la beauté. C'est vous dire si l'entreprise avait une vocation. Ce modèle ne disparaît pas. Dans une partie de notre jeunesse, vous avez par exemple dans nos statistiques 35 à 40% de nos jeunes qui veulent rentrer dans la fonction publique. Ils vont être sur ce modèle contractuel de la sécurité de l'emploi, mais en même temps, ils vont changer un peu en interne leur façon de faire. Deuxième modèle d'organisation, tu donnes le stylo à quelqu'un, tu lui dis « dessine-moi l'entreprise ». La personne te dit « non, j'ai pas confiance ». Elle te dessine sa carrière, c'est tout à fait différent. Et dans l'interculturel, il y a cette nécessité pour nous, non seulement de nous étonner, mais de prendre au sérieux l'idée que demain, les organisations qui vont réussir sont des organisations qui vont réussir à faire coexister les modèles. Ce deuxième modèle, je vous propose de l'appeler avec moi, non pas un modèle latin, mais plutôt anglo-saxon, et on va l'appeler ensemble le modèle de l'employabilité. Quelle que soit ta réussite dans l'organisation, tu sais qu'un jour tu partiras. Alors ça, pour un homme comme moi, c'est pas évident. Ça m'amène culturellement à m'étonner. Dans le deuxième modèle d'organisation, les personnes qui font ta carrière sont les chasseurs de tête, les réseaux d'anciens, ta mobilité géographique, professionnelle, peut-être même familiale. Et donc je vous donnerai ça avec grand plaisir. Premier modèle qui ne disparaît pas, plutôt latin, la loyauté, hiérarchique pyramidale, avec sa force, le courage, la manière de protéger les anciens aussi, très important dans ce modèle. Deuxième modèle d'organisation, l'employabilité. Troisième modèle, le temps est court et je vais vous donner le maximum. Je prends cette photo-là. Alors, mon troisième modèle s'appelle la communauté de métier. Et la communauté de métier renvoie dans mon esprit au capitalisme californien et à des grandes entreprises qui rayonnent aujourd'hui, qui influencent le capitalisme, comme Google, comme Apple. Et donc, là, vous avez une photo qui, pour moi, est très intéressante. Parce qu'au premier rang, vous allez retrouver un être polychrone. Il a un écran, 2 écrans, 3 écrans, 4 écrans. Il est avec toi, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. À gauche, là-bas, vous avez quelqu'un qui est avec un casque et qui donc est profondément actif, mais coupé a priori en présentiel du reste du corps social. Dans le premier modèle, on est salarié. Dans le deuxième modèle, on est salarié. Là,
Google, Apple, cabinet d'avocats, cabinet conseil en stratégie, si ça se passe bien, ils sont peu nombreux, hein, on est salarié, entrepreneur et actionnaire. Première caractéristique. Deuxième chose, dans ce type d'organisation, c'est le fait d'être identifié très tôt, très jeune comme un talent qui te fait rentrer dans un réseau professionnel. Et puis, on accorde une importance très forte à l'espace de travail. Alors, j'ai pris cette photo. Pour des personnes comme vous allez être en lien, vous allez être en phase avec ça. Mais quand je montrais il y a encore quelques temps cette photo à des dirigeants de PME, par exemple, ils pouvaient être menacés d'une crise cardiaque. C'était pour eux, en fait, cette question même de l'imbrication des sphères, le hors-travail qui rentre dans le travail. Je vous montre cette photo à la suite. Là, on est dans quelque chose qui va bouleverser l'interculturel. Le rapport au temps, le rapport à l'espace physique et symbolique, et le rapport à l'autorité. Pour moi, cet homme, Steve Jobs, représente l'imaginaire de ce troisième modèle. Petite tribu d'expertise, énorme investissement au travail, on est salarié, entrepreneur et actionnaire. C'est ce que Maurice Thévenet, qui est venu à votre rencontre, appelle le modèle de la diva d'opéra. Une diva qui fait sa carrière. Et là, on va toucher ensemble l'évolution du capitalisme actuel. Le public, un petit peu. Ses pairs, les autres divas, qui vont lui témoigner de la confiance. Une très grande diva ancienne qui va lui prodiguer des conseils. Oui, tout ça, c'est vrai. Un agent, c'est tout à fait vrai. Mais dans le troisième modèle, en fait, c'est le fait d'être identifié assez tôt, assez vite, dans des échelles de réputation, par des critiques, qui fait ta carrière. Pendant longtemps, les critiques ont été physiques, pensez à la gastronomie. Aujourd'hui, ce sont des communautés de clients qui nous amènent à travailler dans un système de réputation. Et là, ce troisième modèle d'organisation, je vous propose de l'appeler la communauté de métier, et il va renouveler, peut-être percuter les deux premiers. Quatrième modèle d'organisation, l'entreprise plateforme. Uber, Airbnb, TripAdvisor. Cinquième modèle d'organisation, l'archipel. Quand Thomas, dans mon bureau, me demande « Est-ce qu'on doit être là tous les jours ?» et qu'il ajoute « Est-ce qu'on s'amuse chez vous ?» on est quand même dans quelque chose qui est déconcertant. Mais ça, c'était il y a près de 20 ans. Aujourd'hui, vous avez, et nous avons comme enjeu, de valoriser ceux qu'on appelle des slashers. Slash. Ce sont des personnes qui... Je vais prendre un exemple concret. J'ai un collègue qui est expert comptable et qui dirige un réseau d'expertise comptable dans la région centre et dans le Maine-et-Loire. C'est un monsieur de 61 ans et qui souhaite passer la main. Il est heureux de trouver en fait des successeurs. Et il m'a dit, tu sais Philippe, quand tu m'as raconté cette histoire de Thomas, comme illustration de ce choc vécu, moi je vais t'en raconter une qui m'a créé un choc presque aussi fort. Et ce monsieur de 61 ans me dit, j'ai reçu il y a pas plus tard que 15 jours, un expert comptable de 28 ans, un jeune expert comptable, qui m'a dit ceci, je vais venir chez vous. Renversement de la présomption de compétence. C'est lui qui, d'une certaine manière, décide de venir. Comme Thomas l'avait fait d'ailleurs quelques années précédemment, je ne vous l'ai pas dit, mais à la fin de l'entretien que j'ai eu avec lui, il m'avait tiré par la manche et il m'avait dit, si je viens chez L'Oréal, le mardi à 17h, je fais de la calligraphie japonaise. Moi, le mardi à 17h à l'époque, c'était le milieu de l'après-midi. J'étais capable de dire, tiens, tu prends ton après-midi. Mais finalement, je l'avais recruté. Il avait bien réussi chez nous. Là, cet expert comptable, c'est plus encore que ça. Saisir un monde en transformation, saisir ce qui émerge, c'est le cœur de l'interculturalité. Se casser les os de la tête, c'est le cœur de l'interculturalité. Et ce jeune expert comptable lui dit, je vais venir chez vous lundi, mardi, mercredi, et avec les équipes à distance, les nouvelles façons de fonctionner, vous pouvez compter sur moi à 110%. Le jeudi, vous ne le savez pas, mais une de mes grandes passions, parce que cet homme enchevêtre les sphères. Il ne s'agit pas de découper le travail d'un côté, le hors-travail de l'autre, il s'agit d'enchevêtrer les sphères. Pour lui, il est important d'être une personne tout entière. C'est ça, cette économie de l'archipel. Et il lui dit, le jeudi, en fait, je fais de la sculpture. Et j'ai commencé à développer, en fait, pour certains jeunes, des techniques pour que des jeunes soient sensibilisés à la sculpture. Puis j'ai développé un site internet et je commence à vivre de mes œuvres. Et j'en envoie à certains clients. Le vendredi, je distribue des repas dans une association, car il s'agit d'être utile à la société tout entière. Là, vous avez l'émergence de ce que je vous propose d'appeler avec moi l'entreprise, ou en tout cas un monde archipel. On passe du centre à des centres, de la pyramide au réseau, du OU au E. Cet homme-là, expert comptable, a plusieurs lieux d'investissement professionnel et d'une certaine manière, il a plusieurs vies à vivre et en même temps. Alors ça, c'est presque l'horizon de notre voyage.
Pour moi, le plus important, et je vais conclure là-dessus tout de suite en me tournant vers vos remarques, vos questions, et puis on continue ensemble. Pour moi, le plus important, en fait, c'est d'essayer de lutter contre une tendance qu'on a tous, c'est de s'entourer de gens qui nous ressemblent. Et cette tendance-là nous amène au mimétisme et à l'entre-soi. Ça va assez vite. Ça, c'est une perspective que je vous propose d'appeler, quand elle est malheureuse, monoculturelle. C'est-à-dire qu'on sait toujours à l'avance comment les autres fonctionnent. Et un petit clin d'œil, vous connaissez ça. Dans le champ européen, mais alors ne le prenez pas comme une réalité politique, prenez-le comme un univers culturel. Au paradis européen, les Français sont les cuisiniers, les Italiens sont les amants, les Anglais font la police, les Allemands travaillent et le tout est organisé par les Suisses. Ça, c'est quand on sait toujours à l'avance comment les autres fonctionnent et qu'on est absolument convaincu que notre opinion est toujours la meilleure. Sauf que dans la vraie vie, ce n'est pas le paradis qui souvent émerge d'abord, c'est l'enfer. Et l'enfer, c'est quand les Anglais sont les cuisiniers, les Suisses sont les amants, les Italiens font la police, les Français travaillent et le tout est organisé par les Allemands. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison. L'important est de s'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres. Bien écoutez, c'est l'essentiel de ce que j'ai souhaité partager avec vous ce soir.